Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat et retour ce matin à l'audition de Christiane Lambert par la délégation aux droits des femmes, la présidente de la FNSEA qui a été auditionnée la semaine dernière. Elle a remplacé récemment Xavier Belin à la tête du puissant syndicat agricole, Xavier Belin brutalement disparu au mois de février. Alors je vous le disais, Christiane Lambert est auditionnée par la délégation aux droits des femmes sur une thématique particulière, femmes et agriculture, sur lesquels les sénateurs mènent des travaux déjà depuis plusieurs semaines. Les sénateurs se sont notamment intéressés aux questions sociales autour des femmes et de l'agriculture, la retraite, la maternité, la conciliation entre la vie professionnelle et la vie privée, mais également la formation des femmes agricultrices. Alors à travers l'audition de la semaine dernière, ils ont pu entendre le parcours de Christiane Lambert, qui est éleveuse de porcs en Maine-et-Loire. Elle a choisi cette carrière alors même que cela lui était déconseillé par les enseignants, les maîtres de stage. Christiane Lambert qui a également rappelé que le mot d'agricultrice n'était rentré dans le Larousse qu'en 1961, preuve qu'il a fallu bien du temps et des efforts pour faire reconnaître ce statut. Alors tout de suite donc, retour à cette audition qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Mesdames les sénatrices, messieurs les sénateurs, merci beaucoup pour l'invitation que vous avez faite pour intervenir devant vous. Je suis très sensible à cette invitation et je voudrais dire à Chantal Joanneau que j'apprécie son travail. J'ai été aussi impressionnée de la voir évoluer dans des milieux d'hommes assez particuliers. Lorsque vous étiez au ministère de l'écologie, nous avions eu l'occasion de nous y côtoyer puisque je suivais à l'époque les dossiers de l'environnement à la FNSEA. Je voudrais associer aussi à ces remerciements Jacqueline Cotier, qui m'accompagne, qui est présidente de la Commission nationale des agricultrices, qui est également du département du Maine-et-Loire, et Nadine Normand, qui est chargée des relations avec les parlementaires, qui est une femme aussi à la FNSEA. Et nous avons aussi une directrice. Donc finalement, la FNSEA est assez moderne dans son fonctionnement, puisqu'il y a beaucoup de cadres femmes aujourd'hui. Et donc direction et présidence sont assurées. C'est une première aussi par de femmes. Pardonnez-nous, messieurs, mais quand on est entre femmes, on se dit des choses qu'on ne se dit pas ailleurs. C'est assez rare, donc on s'en réjouit. Un salut particulier aussi à Corinne Bouchou, qui est aussi du Maine-et-Loire et que j'ai l'occasion de côtoyer, puisque dans le Maine-et-Loire, la FDSEA a l'habitude d'inviter tous les trimestres les parlementaires pour venir échanger sur les problématiques agricoles. Et vous êtes très souvent fidèles et vous êtes aussi très curieuse des sujets. C'est pas commun qu'une sénatrice d'Europe Écologie Les Verts soit à nos côtés, mais nous avons des discussions très constructives parce que vous êtes très prompt à rentrer dans les dossiers et on a très souvent des points d'accord et je m'en réjouis. Voilà, alors je crois qu'au regard des obligations des uns des autres, on peut se fixer jusqu'à 15h45. Oui, très bien. Voilà, si vous devez enchaîner avec une autre séance ensuite. Donc je vais faire une présentation, puis après nous aurons l'occasion d'échanger. Je suis toujours surprise lorsqu'on me félicite pour l'accession à ce poste de responsabilité parce que je n'ai pas l'impression d'avoir fait des choses exceptionnelles. J'ai la chance d'être née dans un bon berceau puisque mes deux parents étaient militants à la JAC, Jeunesse agricole chrétienne. Papa était responsable des garçons et maman était responsable des filles. Et donc très tôt, dans la famille et dans l'exploitation, nous avons eu à travailler, à mettre la main à la pâte, comme on dit, pour donner un coup de main, mais aussi pour écouter, pour recevoir des gens qui venaient demander des services et qui étaient toujours très bien reçus. Et mes parents avaient une prédisposition d'esprit qui était vraiment l'ouverture d'esprit, l'empathie. Et c'est ainsi aussi que j'ai été élevée dans ce contexte-là. Dans les années 60, où les agriculteurs ont connu aussi une énorme promotion sociale avec les lois de 60-62 qui ont permis à l'agriculture de se développer et qui ont fait que des agriculteurs partant sur des petites exploitations ont pu évoluer, se développer, se moderniser et améliorer leur situation. Et je reconnais aujourd'hui qu'avoir été élevé dans ces conditions dans une famille pétrie de valeurs chrétiennes et terriennes et qui savait que par le travail on pouvait avoir justement une évolution positive, c'est quelque chose qui est un marqueur extrêmement important et je me suis attachée d'ailleurs moi-même à le transmettre à nos 3 enfants. Très tôt, à l'âge de 8 ans, j'ai décidé d'être agricultrice. Ma maman me dit souvent que la première fois que j'ai prononcé ce mot-là, j'avais 8 ans. Donc,
en travaillant avec elle, en trayant les vaches, pour tout dire. Et je n'ai jamais changé d'avis. Donc j'ai fait des études agricoles, un bac D prime, c'est-à-dire biologie plus matière agricole, puis un BTS, technique agricole et gestion d'entreprise. Et je mesure aujourd'hui combien je dois à mes parents d'une part et mes enseignants d'autre part de m'avoir botté les fesses pour poursuivre et ne pas m'arrêter au bac à 17 ans, mais vraiment acquérir une formation agricole alliant technique et gestion, et qui permet justement d'avoir la bonne appréhension de l'exploitation agricole d'une part, mais aussi des grands sujets agricoles qu'on est amené à traiter ensuite dans les organisations agricoles. Et je le dis aussi parce qu'en écho à ce que porte Jacqueline Cottier, très souvent les freins à l'engagement pour les agricultrices, c'est le sentiment de ne pas avoir suffisamment de bagages agricoles et techniques, venant à l'agriculture parfois autrement que par la formation agricole. La formation est quelque chose de capital, doublé d'une capacité à se rendre disponible et à savoir s'exprimer ou être en capacité de s'exprimer devant des salles en public et apporter des dossiers. Des études agricoles et puis la chance aussi dans une école qui avait pour leitmotiv l'ouverture d'esprit et l'esprit de synthèse. Nous avions très souvent à aller rencontrer des socioprofessionnels, rencontrer des dirigeants qui portaient des responsabilités et à nous construire nous-mêmes sur la base de ce que nous allions chercher à l'extérieur. Ce n'était pas un savoir descendant, professoral vers élève, mais c'était vraiment une énorme ouverture d'esprit. Et c'était aussi des jeunes étudiants en classe de BTS, 100 étudiants, 4 filles, 8 filles, 100 étudiants et 8 filles, donc c'était déjà dans un milieu où la mixité c'est assez disproportionné. Donc je n'étais pas perdue puisque j'étais habituée très tôt à être dans ces milieux très masculins. Mais par contre, des jeunes venant d'une quarantaine de départements français, et pour moi qui n'avais jamais voyagé en dehors de l'exploitation familiale, puisque mes parents ne prenaient pas de vacances, ça a été d'un coup d'un seul la découverte d'agriculture de toute la France au travers de ces jeunes étudiants. Et ça m'a énormément apporté, ça m'a rendue extrêmement curieuse, ça m'a donné encore plus envie d'aller vers les autres et de découvrir tout ça. À 17 ans, le bac, à 19 ans, le BTS en poche, installation à 19 ans. Pile, enfin 19 ans plus 5 jours, reprise d'une exploitation voisine de celle de mes parents. J'ai travaillé avec mes parents et très vite j'ai senti le besoin d'aller vers les autres parce que là du coup quand on arrive dans une exploitation agricole dans le Cantal et qu'il n'y a pas de voisins jeunes et qu'on est totalement isolé, le choc est terrible. Passer de la vie étudiante à la vie seule sur son exploitation, c'est très difficile. Donc première invitation à participer à une réunion des jeunes agriculteurs, j'y vais en octobre. Et en février, c'est-à-dire quelques mois plus tard, j'ai été élue présidente du Centre cantonal des jeunes agriculteurs. À l'époque, la limite des 35 ans faisait qu'à 35 ans, tout le monde quitte. Les responsables du moment étaient âgés et ils m'ont accueilli à bras ouverts. Et à 19 ans et demi, ils m'ont confié la présidence du CCJA. Première responsabilité. Et mon premier réflexe a été d'aller me former à l'IFOCAP, l'Institut de formation des cadres paysans, qui est une école pour formation pour adultes et pour les salariés agricoles, créée par Michel de Bâtisse en son temps, qui a été un très grand dirigeant agricole. Et mon premier stage a été prendre la parole en public et piloter une réunion. Vous voyez que c'était assez original, voilà, que vous connaissez bien aussi. Et puis parce qu'il y a une originalité dans notre organisation, dans nos organisations agricoles, c'est qu'il y a une vice-présidence féminine statutaire. À l'époque où le CNJ a été créé et la FNSEA aussi, il y avait des courants, des mouvements responsables femmes, responsables hommes, et donc le choix a été fait d'une vice-présidence féminine statutaire qui a permis à beaucoup de femmes d'accéder aux responsabilités. Plus souvent, elles ont été aspirées, elles ont été convaincues, elles ne se sont pas jetées sur les responsabilités, mais elles ont finalement accepté de s'engager, parce que les femmes sont plus difficiles à convaincre de prendre une responsabilité pour diverses raisons. Mais le fait qu'il y ait cette vice-présidence féminine statutaire a permis à plus de femmes de s'engager et finalement, après de s'épanouir et puis d'accéder peut-être à d'autres dossiers. Elles rentraient par le canal agricultrice et puis elles arrivaient ensuite à d'autres dossiers. Me concernant, je n'ai jamais suivi la voie Commission nationale des agricultrices, mais j'ai toujours porté des dossiers, prioritairement l'installation et le financement, l'installation des jeunes agriculteurs et le financement des exploitations, et puis aussi certains dossiers économiques que j'ai pilotés aussi. En responsabilité au CDJA du Cantal, très vite j'ai été aspirée par le niveau régional, puisque les régions ont été créées en 1986, et j'ai été élue présidente du CRJA Auvergne en 1986. C'était la création des régions à l'époque. Et j'étais la première présidente du CRJA Auvergne. Mais comme j'avais entre-temps rencontré un éventuel potentiel futur agriculteur du Maine-et-Loire,
Nous avons décidé de quitter le Cantal, mon département d'origine, pour reprendre l'exploitation de ses parents à lui, puisqu'il était mordu de production porcine. Et donc en 1986, j'ai stoppé toutes mes responsabilités dans le Cantal et je suis partie dans le Maine-et-Loire. On repart de zéro. Et j'ai profité de cet intermède, et vous comprendrez bien, mesdames, pour avoir un premier enfant, Guillaume, qui est né en 1989, puis repris peu à peu des responsabilités, parce que le syndicalisme agricole et le monde agricole est quand même une grande famille où les gens se repèrent, se connaissent et s'estiment. Et j'ai très vite été très bien accueillie dans le département du Maine-et-Loire par les responsables de l'époque, Jean-François Cognier et Jean-Marc Lézé, qui sont aujourd'hui encore en responsabilité, qui m'ont fait une place dans leur équipe départementale. Ne voulant pas monter tout de suite au niveau national, bien que appelé, j'ai fait le choix de m'impliquer d'abord dans le département du Maine-et-Loire. Thibault est né en 1991, parce qu'il faut placer les maternités entre les responsabilités. Et c'est seulement en 1992, lorsque Thibault avait 1 an et Guillaume 3 ans, que j'ai accepté un mandat national. Et c'est à ce moment-là que s'est posée la question du remplacement. Parce que quand on est responsable professionnel agricole, on a une exploitation, c'est la base. On est élu dans son département, c'est aussi la base. Et les réunions se passent à Paris, donc c'est voiture, TGV, métro, et c'est 3 heures de porte-à-porte. Et quand les réunions commencent à 9 heures et qu'il faut partir donc à 6 heures du matin, il faut trouver des solutions garde d'enfants qui ne sont pas courantes à la campagne, puisqu'il n'y a pas partout des crèches, des possibilités de halte-garderie ou autre. Et ce qui a été déterminant pour la disponibilité, il y a eu 2 choses, et ce sont 2 hommes qui ont joué un rôle déterminant. D'abord mon mari, qui a tout de suite partagé et qui m'a incité à dire oui là où j'étais sollicitée, en disant « t'as envie de le faire, t'as les prédispositions pour le faire, et tu es appelé à le faire, fonce, on s'organisera ». Et ça a été le président du CDJA de l'époque, Jean-Marc Lézé, qui m'a proposé d'avoir comme agent de remplacement pour me remplacer sur l'exploitation, non pas un garçon pour travailler dans les porcheries, mais une jeune femme pour s'occuper de Guillaume et Thibault, qui avaient 1 an et 3 ans. Parce que quand on ferme la porte de son exploitation, éventuellement les animaux se tiennent bien, s'ils ont été bien nourris le matin et s'ils nous attendent le soir. Avec les enfants, c'est un petit peu différent. Sur un espace-temps comme ça, il faut quand même organiser les choses. Et étant très attachée à la famille et à la réussite de notre cellule familiale et de nos enfants, je n'avais pas envie de sacrifier l'éducation et la réussite de nos enfants à la prise de responsabilité qui m'éloignait de la famille et de l'exploitation. Nous avons trouvé une perle rare qui s'appelle Laure, qui est une nounou, donc qui est salariée du service de remplacement et qui est venue travailler chez nous le 1er janvier 1993 et qui s'est occupée de Guillaume et Thibault. Et elle est formidable, elle est très attachante, elle partage tout à fait nos convictions et nos valeurs. Elle est encore salariée chez nous aujourd'hui, 24 ans après, à temps partiel certes. Et comme elle est extrêmement polyvalente, elle sait à la fois très bien élever les enfants, s'occuper de la maison, mais aussi donner un coup de main lorsqu'il le faut dans l'élevage. Et pas plus tard que vendredi dernier, elle a aidé à tatouer et à vacciner 400 porcelets dans l'élevage, parce qu'elle a souhaité rester chez nous et qu'elle s'est adaptée au rythme de vie. Donc elle a temps partiel chez nous et à temps partiel à la DMR. Et c'est ce sont ces 2 personnes, mon mari et le président des JA à l'époque, qui m'ont permis d'avoir cette souplesse d'organisation grâce aux organisations agricoles qui ont créé cette structure qui s'appelle le service de remplacement, qui intervient pour les agriculteurs et les agricultrices pour mandat d'accident, maladie, grossesse, enfin maternité, paternité, mandat professionnel. Et là, il y a eu une entorse au règlement. Ce n'était pas un remplacement dans l'exploitation, c'était un remplacement familial qui m'a permis d'avoir cette sérénité-là. Administrateur CNJA, puis 2 ans après président du CNJA, sa présence était encore plus nécessaire, donc elle a été à temps complet chez nous pendant les 4 ans de mon mandat au CNJA. Et puis quand Pauline est née, notre petite dernière après le CNJA, Laure est marraine de Pauline, et donc nous avons regardé Laure pour assurer la vie familiale sereine et apaisée que nous voulions vraiment construire aussi. Donc c'est aussi voilà, un parcours professionnel, c'est bien sûr des compétences, c'est bien sûr l'envie d'agir, mais c'est aussi des conditions de facilitation avec d'autres et par d'autres qui font que ça a été possible. Alors c'est vrai que c'est accepter aussi de confier ses enfants sur des longues périodes à d'autres, donc il faut une confiance absolue, et il faut aussi s'y retrouver dans ces nombreux domaines. On est à la fois mère de famille, chef d'exploitation et responsable professionnel. Il faut que tout aille bien dans les 3 domaines, parce qu'on a en permanence à l'esprit les 3 sujets, mais vous savez ça parfaitement. Et quand on est délocalisé, loin des yeux, loin du cœur, ça ne marche pas, c'est plutôt le contraire même. Donc voilà comment les choses se sont construites. Étant en sérénité par rapport à cette organisation familiale
et d'exploitation, parce que mon mari Thierry assurait vraiment. J'ai pu m'investir pleinement dans mes responsabilités et m'y épanouir. Et j'ai porté une vision très positive de l'engagement, non pas une vision sacrificielle, comme certains le portent trop souvent, en parlant que des contraintes et des sacrifices, et non pas des satisfactions que l'on a à porter des dossiers, à travailler avec les autres et pour les autres. J'ai toujours retiré beaucoup de satisfaction des échanges et des responsabilités, à la fois pour notre vie personnelle, mais aussi pour la conduite de notre exploitation, parce qu'on apprend beaucoup au contact d'autres personnes venant d'autres régions pour capter des idées et les déployer dans sa propre exploitation, en étant aussi très connecté à l'actualité agricole et en prenant aussi des décisions parfois très vite dans nos exploitations pour être connectés. Présidente du CNGA de 1994 à 1998, également première femme présidente du CNGA, ce qui avait à l'époque amené un énorme coup de projecteur sur l'agriculture, un coup de projecteur très positif dont nous avions bénéficié pour porter nos dossiers vis-à-vis des différents ministères et relancer la dynamique de l'installation des jeunes agriculteurs. Suite à la réforme de la PAC en 1992, il y avait une grosse rupture du nombre de jeunes qui venaient à l'agriculture, moins 40% d'installation de jeunes en 2 ans, ce qui était catastrophique. Et donc nous avons apporté un gros zoom sur la nécessité de maintenir le renouvellement des générations avec des slogans forts comme « Nous avons plus besoin de voisins que d'hectares ». Et nous avons réussi à trouver un ministre à l'écoute, c'était Philippe Vasseur à l'époque, avec qui nous avons construit la Charte nationale pour l'installation des jeunes agriculteurs, qui a permis ensuite de porter ce sujet dans chaque département, dans chaque région. Et le sujet installation a été repris de cette façon partout en France. Il y a eu des résultats puisqu'il y a eu un tassement, il y a eu un arrêt de la baisse et un tassement du nombre d'installations. Donc on voyait en même temps que notre engagement les résultats tangibles avec des jeunes qui revenaient à l'agriculture, un message beaucoup plus positif vis-à-vis de l'installation. Donc c'est une satisfaction aussi de voir que l'action que l'on conduit se traduit par des résultats. Enfin, je dis parfois que quand on laisse à la maison tout ce qu'on a de plus cher, il faut que ce que l'on fait à l'extérieur soit couronné de succès, parce que sinon, si on se bat pour rien, on a plutôt envie de rentrer chez soi. Donc l'attachement à l'efficacité, il est aussi proportionnel à l'effort que l'on fait pour aller donner son temps à côté. J'ai tout arrêté en 1998, atteinte par la limite d'âge, comme disent nos statuts, c'est-à-dire ayant dépassé le cap fatidique de 35 ans. Et je m'étais juré de prendre un vrai break. Pauline est née 1 an après, en 1999. Et puis quand j'ai été appelée par Luc Guyot, le président de la FNSEA de l'époque, pour porter un sujet que j'avais découvert pendant mon mandat au CNGA, qui est l'agriculture raisonnée, respectueuse de l'environnement, appelée en mars, Pauline venait de naître. J'ai dit je ne bouge pas pendant 1 an. Et puis j'ai finalement accepté, j'ai été élue présidente de phare en octobre 1999, le Forum de l'agriculture raisonnée qui portait justement dès 1999 une vision d'une agriculture qui soit à la fois performante économiquement, mais qui soit aussi performante environnementalement en intégrant toutes les problématiques liées à l'air, l'eau, la terre, qui sont les conditions d'exercice du métier d'agriculteur. J'ai beaucoup aimé cette responsabilité parce qu'elle était concrète, parce qu'elle était vraiment dans le développement et la mise en mouvement d'agriculteurs. Et ce qui m'a permis aussi de reconnecter avec le niveau national. Et en 1999, j'ai été élue à la FDSEA de Maine-et-Loire le jour où Pauline est née. J'étais à la maternité en 1999 quand ils m'ont élue au conseil d'administration de la FDSEA, la fédération départementale. C'est assez drôle d'ailleurs. Et j'ai été élue au nom de la section porcine, vous voyez, qui est ma production actuelle. Et puis j'ai repris peu à peu des responsabilités. En 2001, je suis arrivée au niveau national et en 2005, vice-présidente de la FNSEA. Et c'est Jean-Michel Lemétayer qui m'a accueillie au sein du bureau, non responsable du dossier des agricultrices, mais comme vice-présidente en charge de dossier. Donc Jean-Michel Lemétayer a été celui qui, pour la première fois, accueilli une femme de plus. Donc il a doublé le quota en quelque sorte. On passait de 1 femme à 2 femmes au sein du bureau de la FNSEA. Et en 2010, aux côtés de Xavier Belin, il a souhaité que je sois première vice-présidente de la FNSEA, qui est le poste qui supplée le président lorsqu'il est absent, ce qui m'a valu de le côtoyer effectivement de très très près, d'acquérir beaucoup à ses côtés, parce que c'était effectivement quelqu'un de très brillant, éloquent et qui avait une très très forte capacité d'analyse et de conviction. Et le suivant de très près, eh bien, peu à peu, j'ai appris à ses côtés et il avait décidé de repartir et de postuler pour un nouveau mandat. Qu'il nous avait annoncé le 25 janvier. Malheureusement, la vie en a décidé autrement et lorsqu'il est décédé le 19 février, étant première vice-présidente, j'ai assuré l'intérim pendant 1 mois. Et ce sont les agriculteurs, donc les 23
hommes du bureau de la FNSEA qui m'ont encouragée à postuler pour devenir présidente de la FNSEA. Et je vous confirme que c'est un questionnement très fort à titre personnel, parce que je connais la lourdeur de la tâche pour avoir côtoyé les présidents précédents. Je connais aussi le rythme de travail et la pression qui s'exerce sur le président de la FNSEA, en interne et en externe. Et Dieu sait si Xavier a souffert de la pression externe, tant il y a eu contre lui un acharnement totalement injustifié quand on connaissait sa personnalité. Mais c'est ainsi. Et donc, après hésitation et échange familial, j'ai accepté cette proposition. J'ai candidaté, j'ai donc été élue le 13 avril pour un mandat de 3 ans. Donc voilà comment les choses se sont passées. Alors, Jacqueline pourra en témoigner, mais à l'intérieur, ça ne surprend pas tant que ça les adhérents et les fédérations. Par contre, alors pour l'externe et pour les journalistes notamment, c'est sensationnel, c'est extraordinaire. Mais comment les agriculteurs choisissent une femme? Enfin, ils découvrent qu'il y a des femmes dans les organisations agricoles quand tout d'un coup une apparaît au devant, alors qu'il y a pas mal de femmes dans nos organisations agricoles. Et d'ailleurs, c'est grâce à Xavier Belin qu'il y a 6 ans maintenant, il a été décidé que lors des élections aux chambres d'agriculture, qui sont le test de représentativité, eh bien, il y ait 30% de femmes sur les listes, qui sont des listes syndicales, 30% de femmes sur les listes pour les élections aux chambres d'agriculture. Et c'est pas 14 hommes et puis cette femme, c'est bien deux hommes, une femme, 2 hommes, une femme, 2 hommes, une femme, jusqu'au 21e. Et cette parité-là, qui est vraiment la parité agricole, nous va bien. Le 50-50 serait compliqué parce qu'il ne correspond pas à la démographie agricole, puisque 25% des femmes sont chefs d'exploitation, 25% des agriculteurs sont des chefs d'exploitation femmes, et 33% des actifs agricoles sont des femmes. Donc le 50% qui pourrait dire parité parfaite ne correspondrait pas à la démographie de notre profession, mais voilà, il faudra qu'on arrive à convaincre le ministère à ce moment-là. Donc voilà rapidement brosser le parcours. Sur les motivations, elles peuvent se résumer en 2 mots, c'est défendre et promouvoir l'agriculture. Défendre parce que nous avons un rôle de syndicat pour porter les intérêts et défendre les intérêts des agriculteurs face à certaines évolutions ou dans certains débats parfois compliqués. Et promouvoir parce que l'agriculture est un métier qui a énormément évolué, mais qui est teinté d'images très différentes selon les personnes qui en parlent. Il y a très souvent beaucoup de nostalgie et de bucolisme de la part d'un certain nombre d'observateurs qui se rappellent de l'agriculture de leurs parents ou de leurs grands-parents et qui n'ont pas vu l'évolution technique, technologique, qualitative de l'agriculture, qui sont restés sur des fermes d'il y a 10, 20, 30, 40 ans, alors que comme l'hôpital, la santé, l'immobilier, le logement, la téléphonie, la voiture, l'agriculture a changé, s'est modernisée et tant mieux, parce que nous qui y vivons, nous ne pourrions pas vivre et travailler dans les conditions où travaillaient nos parents ou nos grands-parents. Et ce qu'amènent les jeunes aujourd'hui qui s'installent, j'ai 55 ans, ce qu'amène aujourd'hui la jeune génération qui arrive dans les exploitations agricoles va encore faire une marche importante de modernisation en intégrant beaucoup plus de travail par délégation, de robotisation, qui permet justement d'alléger certaines contraintes et d'amener aussi plus de précision dans les interventions, ce qu'on appelle l'agriculture de précision, de vente en direct, de vente en ligne, des choses qui n'existaient pas il y a 20 ans, mais l'agriculture vit avec son temps et évolue et intègre toute cette modernité. Donc c'est un secteur où il y a des gens extrêmement investis, très connectés aux problématiques du vivant, le climat. Je vois que vous tirez un joli rideau quand il y a trop de soleil. Notre entreprise à nous n'a pas de toit, mais 106 hectares sont au grand air, c'est-à-dire que la grêle demain matin, je n'ai plus rien. La sécheresse demain, tout est dévasté. Cette connexion au climat fait aussi qu'il y a une grande vulnérabilité chez les agriculteurs, qui fait aussi qu'il y a beaucoup d'émotions parfois dans la façon d'exprimer les choses. La sécheresse est ressentie différemment quand on a 106 hectares ou quand on a un jardin potager, c'est évident. Mais ce qui fait aussi qu'il y a de vraies satisfactions dans ce métier-là. Et puis un espoir renouvelé année après année, c'est-à-dire que même après une mauvaise récolte, on sème encore l'année d'après pour espérer une bonne récolte. Ainsi va la vie quand on est agriculteur. Mais il en est de même quand on est responsable professionnel ou élu. On n'a pas toujours satisfaction sur tel ou tel dossier, mais on repart à la discussion, à l'échange, pour essayer justement de progresser. Voilà, alors pour terminer, je dirais que
Ma maman a choisi d'être agricultrice et s'est installée en 1959 en épousant son mari. Elle est devenue agricultrice par le mariage. Le mot agricultrice est rentré dans le Petit Larousse en 1961. Avant, il n'existait pas. Donc c'est seulement depuis 1961 que le mot agricultrice est rentré dans le Petit Larousse. C'est l'année de ma naissance, donc c'est assez symbolique, j'y attache de l'importance. C'est en 1988 que grâce au travail mené par les agricultrices du CNG et de la FNSEA, il y a eu un statut plein et entier pour les agricultrices, puisqu'auparavant elles étaient conjointes d'exploitants, elles n'avaient pas de statut. Donc il y a eu le statut d'agricultrice puis le statut de conjoint collaborateur. Et ce qui est original, c'est que comme je m'étais installée célibataire à 19 ans, dans notre exploitation, c'est mon mari qui a bénéficié de l'avancée obtenue par les agricultrices pour devenir, il était conjoint collaborateur, et donc nous sommes devenus co-gérants de notre exploitation dans une EARL en 1988. Et depuis, grâce au travail patient des agricultrices dans nos deux organisations encore, les femmes ont désormais la possibilité de constituer un GAEC, un groupement agricole d'exploitation en commun, avec leurs conjoints. Et donc en 2015, nous avons transformé notre EARL en GAEC et nous sommes désormais en GAEC à égalité de responsabilité et vis-à-vis de la banque et vis-à-vis des fournisseurs. Puisqu'il y a même eu certaines périodes où l'épouse devait demander l'autorisation à son mari d'adopter tel ou tel statut. Donc il y a quand même eu des cheminements et des marches franchies les unes après les autres qui peuvent surprendre quand on en parle aujourd'hui en 2017, mais qui ont traduit beaucoup de temps et d'implication. Voilà à gros traits. Pour ce qui est de la FNSEA, vous la connaissez, c'est 94 fédérations départementales, 13 fédérations régionales, 210 000 agriculteurs adhérents à la FNSEA et 20 000 adhérents aux jeunes agriculteurs. Et tous les 6 ans, des élections professionnelles qui sont le test de représentativité, donc institué par Édith Cresson en 1981. Ce test de représentativité mesure la représentativité professionnelle et depuis 1981, la FNSEA a toujours été choisie par les agriculteurs comme syndicat majoritaire. Certes, le pourcentage évolue parce qu'avant nous étions seuls. Aujourd'hui, le paysage syndical s'est étoffé. Mais lors des dernières élections encore, avec 68% de votants, la FNSEA et les JA ont recueilli 56% de votants pour les listes FNSEA-JA, la coordination rurale 20% et la Confédération paysanne 19%. Donc on est dans un paysage où il y a quand même un choix porté sur un projet pour l'agriculture qui soit dynamique, offensive, audacieuse, tournée vers l'avenir, sans nostalgie et mesurant toutes les évolutions socio-économiques du monde, de notre pays d'abord, de l'Europe et du monde, et faire évoluer l'agriculture dans le même sens. Notre organisation est également marquée par un fort sentiment européen, un très fort attachement à la construction européenne et aux politiques agricoles et aux politiques européennes, pas que agricoles mais agricoles aussi. Et nous l'avons beaucoup porté dans les derniers débats dans notre pays parce que ça nous paraissait très important de le rappeler. Et de plus en plus, nos sujets de préoccupation sont tournés vers les préoccupations sociétales que sont le respect de l'environnement, la réponse aux attentes qualitatives des consommateurs, une approche d'une alimentation plus sûre, sécurisée, diversifiée, tracée, d'origine, et des renseignements de plus en plus sur les modes de production et les lieux de production, l'empreinte carbone de l'agriculture. Donc nous avons aujourd'hui un travail très étoffé sur ces questions, mais les consommateurs sont assez volatiles parfois et nous surprennent aussi. Après avoir passé une commande très qualitative pour les modes de production, ils ne sont pas toujours au rendez-vous pour l'achat des produits. Et aujourd'hui, l'agriculture vit des moments difficiles. Nous vivons une crise très grave parce que la concurrence est très forte. La distribution alimentaire en France fait que 85% de l'alimentation est achetée en supermarché. 85%, c'est plus pour certains produits. Et donc la concurrence est très forte. Concurrence fratricide entre distributeurs, très concentrés, 4 opérateurs aujourd'hui, et qui ont quand même encore beaucoup pour leitmotiv, le prix bas et le pouvoir d'achat du consommateur. Qui est le moins cher.com est un des sites les plus consultés. Et s'il s'agit d'achats low cost, évidemment, les produits français sont moins bien placés. Nous avons vécu ce sujet dans le Maine-et-Loire avec, il y a une vingtaine d'années, le dilemme qu'il y a eu sur le textile et la chaussure. 12 000 emplois dans le domaine de la chaussure, 1 200 emplois aujourd'hui.
On a tous et toutes des chaussures aux pieds, mais elles ne sont plus françaises. Et le vrai risque pour l'agriculture, c'est de vivre la même spirale dramatique. Donc nous nous battons pour maintenir l'activité agricole sur l'ensemble des territoires, parce que l'agriculture, c'est bien plus que l'agriculture. C'est l'alimentation, les territoires, les paysages, les emplois, la gastronomie, le rayonnement. L'agriculture, c'est constitutif de l'identité française et du rayonnement français. Et c'est pour cela que nous sommes très acharnés à défendre l'agriculture dans les territoires. Voilà à gros traits. C'est que je pense que pour les agricultrices, enfin, je voulais te le redire, Christiane, mais surtout là, je pense que c'est important. C'est un message fort d'avoir Christiane comme présidente de la FNSEA. C'est un message fort dans le sens où, voilà, on peut y arriver, mais à condition d'avoir des leviers pour, que ce soit la formation et puis surtout l'accompagnement, et puis l'accompagnement au remplacement, donner un peu de souplesse, et puis permettre aussi, quand on s'engage, de le faire en étant un peu plus libre et se détacher un peu de la maison, mais bon, sachant qu'on l'a toujours à l'esprit, mais s'en détacher pour mieux se consacrer à ses responsabilités. Mais je pense qu'avant tout, c'est un message fort pour nous. Merci Christiane déjà pour tout ce que tu fais. Merci beaucoup pour ce témoignage très transparent et donc du coup très sincère. Alors j'ai déjà Corinne Bouchou qui souhaitait intervenir. N'hésitez pas à lever. Mesdames les présidentes, on ne peut jamais dire ça ici, Mesdames les présidentes, Madame la présidente de la commission, Madame la présidente de la FNSEA, moi j'avais 2 questions à vous poser. La première, je sais que ça vous tient très à cœur, c'est tout ce qui a trait à la formation dans l'agriculture comme dans énormément de secteurs. En fait, les femmes sont beaucoup plus contributeurs financières que bénéficiaires. Et donc, j'aurais voulu savoir si vous aviez des idées de ce qu'on pourrait faire pour faire levier et développer les formations des agricultrices dont vous nous avez bien montré qu'elles étaient le ressort ou d'une évolution professionnelle ou d'une évolution tout court dans la vie. C'était ma première question. Ma deuxième question, et elle n'est pas qu'anecdotique, ne pensez-vous pas qu'à l'avenir, indépendamment des différentes sensibilités que vous avez bien signalées lors des élections professionnelles, on risque de voir se développer, on va dire, je ne veux pas parler de clivage, mais une différence entre les agricultrices qui sont issues de familles d'agriculteurs et on va dire qui ont une imprégnation familiale de ce qu'est l'agriculture, de son histoire, de ses codes, et d'autre part, on va dire, des nouvelles venues et des nouveaux venus, dont on voit bien, pour en avoir côtoyé quelques-uns, qu'ils ont de l'enthousiasme, beaucoup de générosité, et parfois même un très bon niveau d'instruction, mais que, j'allais dire, tout ne s'apprend pas dans les livres, et est-ce qu'à l'avenir, ça vous préoccupe ou pas, cet équilibre entre tous ces nouveaux qui viennent s'installer, qui sont hors, on va dire, habitus du milieu de l'agriculture. Voilà mes 2 questions, Madame la Présidente, et merci beaucoup d'être venue. Merci. Alors j'ai noté également Annick Billon, Catherine Procassia, Marie-Vonne Blondin, et puis après on fera une deuxième salle via notamment Monsieur Vaugrenard qui voulait intervenir. Merci Madame la Présidente d'être venue nous voir également. Merci à Jacqueline Cotier qui nous a accompagnés la semaine dernière lors d'un déplacement de la délégation aux droits des femmes en Vendée. C'est vrai que ce déplacement était extrêmement apprécié de toutes les femmes agricultrices et qui a mis en exergue différentes problématiques. Et notamment, on parle beaucoup du statut du conjoint collaborateur, mais on s'aperçoit que même si le statut existe, il y a quand même des difficultés qui restent. Alors, ma question, ce sera quelles sont les limites, vous, que vous avez identifiées en tant que présidente de la FNSEA? Et également, moi, j'ai eu l'impression, pendant ces 2 jours passés au contact des agricultrices qui étaient toutes très volontaires, avec ma collègue Brigitte Contier-Morin qui était venue en Vendée pour l'occasion, et Valérie Douchez aussi, c'est vrai qu'on a l'impression que c'est autant en politique qu'on a l'impression de lutter souvent, nous les femmes, mais là j'ai l'impression que c'était un combat permanent pour gagner sa place, trouver sa place, faire reconnaître à la fois le statut, faire reconnaître aussi les droits. Lorsqu'on parle de remplacement, on a vu que
les remplacements existent, mais c'est pas très souple. C'est-à-dire que dès qu'il y a un accro, le remplacement n'est pas possible. Il suffit que le congé maternité démarre un peu plus tôt que ce qui est prévu. S'il n'y a pas la famille, il n'y a rien qui est prévu. Je vois Jacqueline Cotier, présidente, qui acquiesce à côté. C'est vrai qu'on a vu qu'il y avait quand même beaucoup de difficultés et vraiment des femmes dans le dur, quoi. C'est-à-dire que ma collaboratrice qui regardait le reportage photo, elle me dit on a l'impression que c'est un combat permanent. Ces femmes, elles sont toujours dans la lutte, en fait, pour trouver leur place, pour gagner leur droit d'exercer leur profession en toute liberté. La difficulté aussi au niveau financement, la relation banque, c'est-à-dire que lorsque vous êtes une femme, que vous voulez vous installer, c'est plus difficile, semble-t-il, la relation avec le banquier que lorsque vous êtes un homme. La relation aussi dans la famille, prendre la succession des parents lorsqu'on est une femme, ça coule moins de sources que lorsqu'on est un homme. Mais vous nous avez dit que vous avez intégré votre mari. Donc j'attends toutes vos réponses sur ces questions, Madame la Présidente, et merci d'être là aujourd'hui. Mais c'est vrai que le déplacement en Vendée a été très apprécié. Il y aura d'autres déplacements en Haute-Garonne la semaine prochaine, voilà, et en Bretagne aussi. Donc merci à toutes celles et tous ceux qui participent à ces déplacements, parce que les agricultrices, elles sont très sensibles aussi à cette reconnaissance et cette attention qu'on leur porte. Voilà. Merci. Alors moi, je ne fais pas partie de la délégation aux femmes et comme mes collègues, nous sommes de la Commission des Affaires sociales. Et je veux dire à Chantal que c'est une bonne idée d'avoir suggéré de nous inviter, de participer à cette réunion. J'aurais deux questions et une remarque. Alors, on a parlé vous avez parlé, mes collègues ont parlé un peu de la situation des femmes. Moi, je voulais savoir en matière de double activité, si la double activité était plus répandue chez les femmes que chez les hommes en matière agricole. La deuxième question concerne les nouvelles technologies. Vous l'avez évoqué, hein, maintenant les agriculteurs ne travaillent plus, non pas maintenant, mais d'ailleurs, mais il y a déjà très longtemps, ne travaillaient plus comme on se l'imagine. Mais j'aimerais savoir effectivement, comme Corinne Bouchou l'a dit, mais en matière de formation, par rapport à tout ce qui sont les technologies qui peuvent arriver par satellite sur le calcul des rendements, sur les parcelles à traiter, rendement à l'hectare, les pesticides, etc. Est-ce que vous avez, alors pour les grosses exploitations, effectivement, pas pour les petites, est-ce que vous avez un certain nombre de formations, d'informations pour permettre aux agriculteurs et aux agricultrices de pouvoir suivre ça. Et la dernière chose, enfin c'est une question et une remarque. Alors moi je suis retraitée de l'agriculture, hein, j'ai été salariée agricole toute ma carrière, mais d'organisation professionnelle. J'étais à la mutualité agricole d'abord, avant de passer aux assurances mutuelles agricoles, puis à Groupama. Et ce qui m'avait frappé, donc il y a déjà 30 ans, c'est que les femmes avaient quand même en agriculture une certaine place. Et j'étais encore à Groupama quand vous êtes venue présidente, mais beaucoup plus de difficultés à faire leur trou dans les organisations agricoles, que ce soit les chambres d'agriculture, la mutualité ou le crédit. Est-ce que vous avez une explication pour dire, alors que les femmes étaient tout aussi nombreuses dans les OPA, pourquoi cette place a été faite aux agricultrices et que vous n'avez pas pu servir de modèle aux autres organisations agricoles? Alors, d'abord en réponse à Corinne Bouchou. Je préside le fonds de formation continue des agriculteurs et des entrepreneurs de territoire, entrepreneurs du vivant, c'est-à-dire les paysagistes et les entrepreneurs de travaux agricoles, qui s'appelle Vivea. Et nous avons 19%
des agriculteurs qui se forment chaque année, 19%. Mais le taux d'accès à la formation est plus faible pour les femmes, qui sont aux alentours de 15 à 16%. Donc nous avons analysé le pourquoi. La première raison, c'est la difficulté à quitter l'exploitation. La difficulté à quitter l'exploitation, notamment pour celles qui sont en production d'élevage, avec l'astreinte du matin et l'astreinte du soir. Glisser 8 heures de formation entre les travaux du matin, emmener les enfants à l'école, reprendre les enfants à 16h30 et reprendre le travail est un frein. Voilà pourquoi nous avons fait une incitation forte à avoir recours aux services de remplacement pour pouvoir aller davantage en formation. Donc avec un tarif préférentiel pour motif de formation. Mais il faut à la fois mettre le tarif préférentiel, mais il faut aussi décomplexer certaines femmes par rapport au fait de prendre du temps pour elles pour se former. Il y a encore un certain nombre de messages tu vas te former, tu as du temps à perdre. Des phrases balancées comme ça qui sont compliquées à vaincre. Donc il faut lever déjà ce tabou. Et oui, nous avons incité, nous avons aussi essayé de recruter davantage des groupes d'agricultrices dans des groupes organisés et des associations pour qu'elles aillent à plusieurs dans les stages de formation et se sentir plus à l'aise. Alors c'est vrai que c'est moins perçu dans l'Ouest où nous avons une facilité de communication, des villes assez proches et une possibilité d'avoir des formations décentralisées plus en proximité des exploitations agricoles. Mais je me souviens d'une fille des Hautes-Alpes qui avait dit « il faut que je traverse 3 vallées pour aller à la préfecture, donc pour moi c'est 1h30 de route. Donc 1h30 de route pour aller se former 8 heures, puis revenir, puis faire son travail. » C'était quelque chose d'assez compliqué. Donc on a identifié ce frein-là et on a aussi travaillé beaucoup pour développer les formations à distance, les MOOC qui vont justement permettre d'avoir plus facilement accès à la formation en non présentiel, ce qui va permettre de lever ce frein géographique que rencontrent certaines agricultrices. Et puis c'est plus compatible aussi avec l'organisation de l'exploitation. Et nous sommes surpris par le succès et la rapidité avec laquelle ces sujets-là avancent dans notre organisation. Le risque sur les différents profils. Déjà aujourd'hui, le profil des agriculteurs a énormément changé. 30% des jeunes qui s'installent aujourd'hui, alors des jeunes jusqu'à 40 ans, hein, maintenant avec c'est 35 ans, plus les enfants, plus ci, plus ça, 35% des nouveaux venus à l'agriculture sont non-succession familiale, c'est-à-dire ne sont pas les descendants directs des agriculteurs qui le remplacent dans l'exploitation. C'est un pourcentage très important. Quand j'ai débuté au CNJ en 1992, il y avait 30% dans les Pays de la Loire et 30% grosso modo en Bourgogne-Franche-Comté, mais dans certains départements c'était 7, 8 et encore à peine. Aujourd'hui, le nombre de nouveaux venus a beaucoup augmenté, les nouveaux profils aussi, et l'installation en agriculture se féminise. En 2016, nous avons atteint un nombre de femmes extrêmement important en nouveaux venus, c'est-à-dire qu'il y a 6800 installations de nouvelles agriculteurs et agricultrices, et il y a, je crois que c'est aux alentours de 25% de jeunes femmes. On n'a jamais eu un nombre aussi important de jeunes femmes qui s'installent et qui deviennent agricultrices. Le plus dans les professions de viticultrices, maraîchères, horticultrices, et aussi dans des productions d'élevage comme la production de lapins, d'ovins ou de caprins. Donc il y a une féminisation de la profession, de la profession agricole, avec des niveaux de formation parfois supérieurs à la jante masculine. Les jeunes agriculteurs sont plutôt bien formés en France, puisque 92% d'entre eux ont le niveau bac, 92% des jeunes qui s'installent ont le niveau bac, 17% au niveau ingénieur, agri-agro, et 34% au niveau BTS, brevet technicien supérieur agricole. Ce qui fait qu'il y a une élévation du niveau de formation, ce qui est assez positif au regard quand même de la complexité accrue du métier, où il faut être hyper polyvalent et très multicompétent, parce qu'on n'a pas une personne qui gère la qualité, une personne qui gère les ressources humaines, une personne qui gère l'administratif. L'agriculteur doit chapeauter tout et être en capacité d'avoir tout en gestion personnelle. Donc, par contre, ce que l'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est des nouveaux profils de retour tardif à la terre. C'est-à-dire des gens qui ont eu un autre métier et qui se disent « j'ai envie de donner un sens à ma vie, j'ai envie d'avoir un métier de création ». Et là, on voit des nouveaux venus. Et on le ressent, nous, au niveau du fonds de formation Vivière, parce que ce sont des gens qui arrivent avec certains bagages
autre, mais un besoin de formation technique qui fait qu'ils viennent aujourd'hui beaucoup plus avec des demandes de formation pour se spécialiser, qui sur la gestion d'entreprise, qui sur le maraîchage, qui sur le cheval, etc., etc. Donc on a les dispositifs pour les accueillir. On a multiplié par 2 les fonds consacrés à l'accueil des nouveaux venus, quand même, en l'espace de 5 ans, donc c'est considérable. C'était 4,5 millions, c'est 9 millions d'euros aujourd'hui consacrés à l'installation des jeunes agriculteurs dans le fonds payé par les agriculteurs. Mais oui, c'est vrai qu'il y a ces différents profils. Alors, aujourd'hui, les jeunes sont très foisonnants. Militent ou ne militent pas, zappent ou ne zappent pas. Et ça relook aussi complètement le profil des jeunes agriculteurs. Donc nous les voyons parce qu'ils ont l'âge de nos enfants, on les voit arriver, et c'est vrai que c'est un changement, mais c'est un melting pot extrêmement enrichissant, avec aussi une prise de recul vis-à-vis du métier et des attentes très clairement affirmées de séquencer le lieu de vie et le lieu de travail, le temps de travail et le temps de loisir, alors qu'avant tout était mêlé, la vie de famille, la vie professionnelle, les temps familiaux et les temps de travail, ça change beaucoup. Il y a aussi des exigences de résultats. C'est-à-dire que ce sont aussi des agriculteurs et des agricultrices qui n'accepteront pas de faire 3 années en revenu négatif et de rester quand même. Ça aussi, ça va changer, c'est-à-dire qu'il y aura des entrées et des départs beaucoup plus marqués. Les limites du statut de conjoint collaborateur, Jacqueline en parlera mieux que moi. Ce que je veux dire, c'est que sur ce sujet, oui, c'est vrai qu'il a fallu se battre. Il ne faut pas non plus dire que c'était des classes et que les hommes étaient hermétiques à tout. Si on a réussi, c'est aussi parce que, bon, d'abord, il y a eu des femmes avec des vraies personnalités dans les femmes qui nous ont précédées à la tête des organisations, et parce qu'il y a eu des hommes responsables en responsabilité en ce moment-là qui ont écouté. Et puis parce que la petite histoire dit que Marie-Thérèse Lacombe a beaucoup convaincu Raymond Lacombe qu'il ne pouvait pas laisser les choses en l'état. Là où elle n'était même pas engagée au niveau de la FNSEA, elle a toqué à la porte de son mari en disant « Attends, quand même ». On est en 1988, ça serait bien quand même donner un statut aux femmes, ça fait 20 ans qu'elles y travaillent. Donc voilà, c'est... Mais dans l'exercice des responsabilités, ça rejoint un petit peu la question de Madame, autant on a plus de femmes au niveau local, c'est-à-dire que responsabilité cantonale, départementale, parce que c'est assez compatible avec la vie de l'exploitation et la vie de la famille. C'est beaucoup plus compliqué d'aller à une responsabilité régionale quand il y a 3 ou 4 heures de route, et d'aller à une responsabilité nationale quand là c'est absence totale de la journée, puisque c'est 6 heures, 22 heures, retour à la maison. Et parfois plusieurs jours, avec à organiser toute l'intendance. Et nous sommes dans une culture judéo-chrétienne où la responsabilité familiale revenait quand même davantage aux femmes qu'aux hommes, même si ça change énormément, puisque avec des agriculteurs qui aujourd'hui ont en très grand nombre des conjointes, des épouses qui travaillent dans une autre profession que l'agriculture, très souvent ce sont les papas qui accompagnent à l'école le matin à 8h30, qui vont chercher les enfants à midi, qui ramènent les enfants à 14h et qui vont à nouveau chercher les enfants à 16h30, en jonglant avec leur agenda d'agriculteur chef d'entreprise, ce que ne peut pas faire une épouse qui est soit infirmière, soit institutrice, soit travaillant dans une maison de retraite. Et ce n'est pas anecdotique. Je suis dans une commune où il reste 15 à exploitation agricole. Mon mari et moi sommes les seuls à travailler monsieur, madame. Tous les autres agriculteurs ont une épouse qui a un métier autre, et je les vois emmener leurs enfants au foot, chez le dentiste, aller les chercher à l'école, etc., etc. Ça change énormément. Et c'est extrêmement riche aussi, humainement, de le voir ainsi. Donc il y a aussi des avantages à cet emploi choisi, à cette souplesse de temps quand on est chef d'exploitation. Mais quand on est chef d'exploitation, quand on tient un commerce, on ne peut pas fermer sa porte une demi-heure en disant c'est fermé, je vais chercher mes enfants à l'école. Donc c'est un des avantages aussi, la souplesse d'organisation. C'est pas possible à tout moment, on des SMI, des gros travaux, etc. Mais il y a quand même sur l'année des périodes où c'est possible. Difficulté de financement. Alors moi, j'ai en mémoire une formule que je vais vous répéter à l'identique. Quand je me suis présentée devant le banquier à 19 ans, une jeune fille qui s'installe à 19 ans n'est pas un élément stable et sécurisant. Point. Donc s'il n'y avait pas eu mes parents avec moi pour cautionner, je n'aurais pas pu m'installer. En même temps, c'est pas tout faux. À 19 ans, voilà, transposé aujourd'hui même à 21 ans, quel que soit, et comme disait un banquier récemment, les jeunes, ils arrivent, ils viennent emprunter 1 million d'euros comme s'ils allaient acheter leur baguette de pain. Voilà, l'activité agricole est extrêmement capitalistique. Et la volatilité est de plus en plus importante, donc le risque est également de plus en plus important. Et ce n'est pas anormal qu'un banquier demande quelques sécurités, mais c'est vrai que certaines jeunes femmes
affirment avoir plus de difficultés, et je le compare parfaitement, l'ayant vécu, lorsqu'elles arrivent devant le banquier. Pourquoi c'est compliqué pour les femmes d'accéder au même niveau? C'est parce que, comme il y a derrière le statut des droits économiques, capacité à emprunter, capacité de caution, droit à des aides de la PAC, droit à des aides de subventionnement des conseils régionaux, etc. C'est très encadré pour éviter aussi certains détournements ou certaines facilités qui auraient pu éventuellement exister. Concernant la double activité, longtemps, ça a concerné plus les femmes que les hommes. Aujourd'hui, je ne suis pas sûre que ce soit le cas. Beaucoup d'agricultrices, les agricultrices qui sont agricultrices aujourd'hui choisissent ce métier. Elles sont formées pour cela ou elles vont se former et elles choisissent d'être agricultrices. Parfois d'ailleurs, elles ont un métier tout autre et finalement elles sont attirées par la qualité de travail de leur mari lorsqu'il y a une approche positive du métier. Et puis elles décident à 30 ans ou à 27 ans de dire finalement c'est quand même plus sympa pour élever les enfants, avoir une qualité de vie à deux, de travailler tous les deux. On développe l'exploitation. Elles amènent un atelier sur l'exploitation ou de la vente directe ou un autre atelier, production de lapins, de poulets, un atelier à leur goût. Elles quittent leur métier et elles deviennent agricultrices en passant par une case formation pour remise en compétence quand même, parce qu'on ne s'improvise pas éleveur ou maraîcher. Et après, ça dépend aussi beaucoup de l'endroit où l'on habite. Quand on habite en Haute-Marne, c'est beaucoup plus difficile d'être pluriactif, parce qu'il faut faire 70 km pour aller travailler. Dans les zones peuplées et plus dynamiques, mais ça nous ramène à notre débat qui ont fait commentaire au soir de l'élection présidentielle, dans les zones dynamiques ou dans les zones en recul, l'approche est complètement différente. Et donc, le célibat ou le travail pour le conjoint ou la pluriactivité qui permet aussi de faire bouillir la marmite un petit peu plus. Jacqueline, peut-être sur les difficultés du moment et les agricultrices qui quittent pour faire bouillir la marmite. Vous y aviez travaillé. Oui, par rapport à ça, c'est celle qui quitte le métier, mais moi, c'est pour faire un peu le parallèle avec les agricultrices, parce que je les appelle quand même des agricultrices qui sont sans statut, mais finalement elles quittent le statut d'agricultrice et elles travaillent à l'extérieur, mais il n'empêche que souvent l'exploitation est restée avec la même dimension et elles continuent de travailler donc sur l'exploitation. C'est là où il peut y avoir un complément, enfin faut qu'on les alerte un petit peu sur les risques qu'elles peuvent avoir en cas d'accident. Par rapport au statut, moi, ce que je voulais dire sur le statut de conjoint collaborateur, moi je vois ça comme une période transitoire qui peut pas. Je pense que c'est souhaitable qu'elle ne le dure pas dans le temps, qu'on essaie de voir si ça peut pas être un peu, qu'on se donne un peu de temps et puis qu'à l'issue de ce temps-là, il y a une réflexion, voir quel progrès, est-ce qu'on franchit le pas vers un statut plein et entier d'exploitante. Il faut que ça soit évolutif, il faut quand même qu'on puisse voir une progression au niveau du métier d'agricultrice quand ça concerne les agricultrices. Un complément peut-être sur l'installation de jeunes filles, c'est vous qui l'avez dit. C'est impressionnant de voir comment aujourd'hui dans les écoles d'agriculture, en formation bac au BTS, il y a beaucoup de jeunes filles qui veulent être agricultrices. Et pour connaître beaucoup d'agriculteurs qui ont une fille qui veut s'installer, il y a une vraie fierté aujourd'hui. La relation père-fille, je n'ai pas besoin de vous la décrire, vous connaissez pour celles qui sont concernées. Et c'est impressionnant de voir des témoignages extraordinaires. Et alors des jeunes filles taillées comme ça, avec des taureaux taillés comme ça. Aujourd'hui, le métier a beaucoup changé, mais la force physique est moins nécessaire qu'auparavant. C'est extraordinaire de voir aussi cette envie de jeunes filles d'aller sur des métiers présupposés être plus masculins alors qu'elles s'épanouissent complètement dans ces métiers. Et implication dans quelles organisations? La MSA est certainement la structure où il y a le plus de femmes au conseil d'administration. Il y a eu une femme présidente de la MSA, et il y a beaucoup de femmes dans les MSA, un petit peu chez les assureurs, Groupama notamment, très peu à la banque, au Crédit Agricole, et presque pas dans les coopératives. Ce qui est pas bien du tout, parce que un président de coopérative, par ailleurs sénateur, Daniel Grémillet, me disait « J'ai fait rentrer 2 femmes au conseil d'administration de ma coop, mais qu'est-ce que ça a changé, le dialogue et le débat? Elles connaissent les chiffres par cœur, elles font la compta. Ça amène un pragmatisme extrêmement fort. » Alors, pardon messieurs pour ceux qui vont regarder la vidéo après, mais c'est Dixit, un éminent président de coopérative, par ailleurs sénateur. J'ai Marie-Vonne Blondin, Yannick Faucrenard, Annick, Françoise Laborde, pardon. Brigitte, tu pars? Ah pose ta question. Donc vous aurez 3 questions et demie. Et
Seconde et demie. Moi, je crois que c'est pas anodin qu'une femme soit présidente de votre fédération. On a besoin de symboles dans la société pour avancer, pour que d'autres s'identifient à la possibilité de le faire. Donc voilà. Mais peut-être que c'est trop tôt pour vous poser la question, madame. Mais je pense que vous rentrez dans cette fonction avec une dimension féministe. Prenez-le au sens où je le dis. Pas suffragette, bien entendu. Mais est-ce que vous avez déjà réfléchi à quelques leviers que vous allez tenter de promouvoir pour un peu bousculer encore plus les murs Alors, on a évoqué la question de la formation, on a évoqué la question, bien sûr, des remplacements, du statut, de l'accès au foncier. Je ne redéveloppe pas. Mais quand même, moi, je suis frappée par... dans toutes ces visites que nous avons faites, ces rencontres que nous avons eues, d'abord, c'est la grande technicité du métier, la grande polyvalence, mais alors la difficulté à articuler tous les temps de vie quand même, la santé pour les femmes, la question des violences. Est-ce que vous avez des retours de ce point de vue-là? Est-ce que vous avez une action? La question de l'accès à la culture, le sport. Beaucoup nous ont dit... non, maintenant c'est plus possible, on est dans le dur, voilà. Donc, et vous avez fortement dit ce que tout le monde nous pensons ici, enfin ce que chacun pense ici, chacune pense ici, c'est qu'on ne veut renoncer à rien quand on est une femme. Donc voilà, comment on articule tout ça? Est-ce que tout ça va pouvoir se... Je vous remercie bien évidemment et vous félicite également. J'aurais une question et une observation. Vous avez évoqué l'importance pour vous vitale de la formation professionnelle. Et vous avez également parlé du profond attachement que votre fédération a vis-à-vis de l'Europe. Moi, je voudrais vous interroger sur la coopération internationale et sur toutes les actions que peuvent mener les AFDI en particulier à l'international et en Afrique, dans l'éducation évidemment et la formation des femmes surtout, parce qu'en Afrique, ce proverbe qui dit « éduque un homme, tu éduques une personne, éduque une femme, tu éduques un village ». Eh bien, à ce niveau-là, pour avoir beaucoup travaillé avec l'AFDI Bretagne et être en charge de la coopération décentralisée, j'ai mis en place des formations d'agricultrices surtout à Madagascar, qui est un pays évidemment qui a des potentialités mais qui n'a pas de formation. Quelle est votre position maintenant? Est-ce que vous allez toujours continuer à soutenir ce type d'action qui me paraît importante pour notre monde? Et deuxième point, ou une observation plutôt, je voudrais évoquer avec vous les groupements de valorisation des agricultrices dans les différents départements, qui font des choses absolument concrètes et utiles pour l'ensemble des agricultrices. J'en veux pour preuve, et tout à l'heure Brigitte parlait des leviers pour attirer un petit peu les femmes. Eh bien, ce qui a été fait dans mon département, ça peut être ces vêtements coupés à la morphologie des femmes, et un gros travail qui a été fait avec les métiers de la mode dans un lycée du Paraclet, qui était la section métiers de la mode, et qui a après été développé avec une entreprise que vous connaissez certainement au niveau national, c'est Armor Luxe, qui fait les marinières si connues, et qui a adapté, grâce à ce travail des femmes et de ce groupement de valorisation des femmes, des vêtements beaucoup plus faciles, solides, adaptés, et qui montrent qu'elles sont des femmes et non pas porter des vêtements masculins. Voilà. Et au SPACE à Rennes, ça devait être en 2006 ou 2007, il y a eu cette présentation de cette tenue-là, et je crois que ça, c'est aussi un élément qui marque donc la volonté d'affirmer le rôle des femmes en agriculture. Un homme a le droit de s'exprimer, Yannick. Merci beaucoup, Madame la Présidente, de votre invitation. Après ce que je viens d'entendre, je vais être encore plus modeste et plus humble que d'habitude.
J'ai beaucoup apprécié, Madame la Présidente de la FNSEA, la présentation de votre parcours. Objectivement, c'est un parcours exceptionnel. Lorsqu'une femme fait un parcours exceptionnel ou lorsqu'un homme fait un parcours exceptionnel, on se dit il y a sûrement quelqu'un à côté qui doit être aussi exceptionnel. Ça peut être une personne, ça peut être la famille, vous nous l'avez dit tout à l'heure, et je crois que c'est un ensemble qui fait la réussite de tout cela. Vous avez indiqué au début de votre intervention que à 8 ans, vous souhaitiez déjà être agricultrice. Finalement, je trouve que c'est beaucoup plus sain que ceux qui, à 8 ans ou même avant 8 ans, souhaitent être président de la République. Je crois que c'est signe d'une forme d'équilibre et qu'on garde les pieds sur terre, quoi. Donc, lors d'une des premières interviews que vous avez accordées en tant que présidente de la FNSEA, vous avez insisté sur 2 choses en particulier. La première, c'est d'avoir une grande loi de simplification. Et on sait bien que l'abus de normes dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine agricole, est vraiment excessif et nuit à l'économie en général. Et le deuxième aspect, c'est de souhaiter un Grenelle de l'alimentation. Simplement, rapidement, est-ce que vous pouvez revenir sur ces 2 questions? Et simplement une troisième, on vient de vivre la période des élections présidentielles, avec une augmentation forte des scrutins extrêmes. On a coutume d'entendre ici ou là que c'est dans les secteurs plutôt ruraux où les votes extrêmes se sont affichés, sont constatés. Mais paradoxalement, c'est dans les secteurs ruraux où les agriculteurs sont le plus présents, où le Front National est plutôt bas. Donc finalement, c'est un ensemble de discours qui infusent, bien au-delà du monde de la profession agricole. Et du coup, la question que je voudrais vous poser, très souvent, les responsables politiques, quelle que soit leur couleur par ailleurs, ont tendance à considérer ou à mettre en avant le fait que l'Europe serait le bouc émissaire de tout, et en quelque sorte l'empêcheur de tourner en rond sur le plan économique. Et c'est vrai parfois par rapport à la politique agricole commune. Alors je pense que c'est véritablement une chance pour le monde agricole dans notre pays et pas seulement. Et du coup, comment voyez-vous cela dans les années à venir? Comment mieux mettre en avant l'intérêt qu'il y a à développer l'Europe, avec une plus grande proximité probablement, certes, mais à développer l'Europe et les aspects positifs du développement de l'Union européenne par rapport au monde agricole et à ceux qui exercent ce métier en particulier? On prend d'autres plus, Françoise Laborde et Hermeline. Merci Madame la Présidente. Madame la Présidente de la FNSEA, donc Madame Lambert, vous avez un très beau cursus et on ne peut pas vous reprocher de ne pas venir du terrain, c'est la moindre, c'est sûr. Et avec toutes les étapes, parce que formation initiale, formation continue, et donc un cursus, comme vous le disiez, 19 ans, exploitante, et donc c'est très important, mère de famille, et donc un certain nombre de mandats pour arriver au mandat de présidente. Donc je crois que vous exprimez bien votre passion, puisque contrainte et obligation, en face il y a satisfaction, et je pense que c'est quand même la base. Donc vous avez eu un certain nombre de questions, vous savez donc que nous allons pas parcourir complètement la métropole, parce qu'il y a plein d'endroits où nous voudrions aller, et je ne parle pas donc des territoires d'outre-mer où nous n'irons pas. Et pourtant, l'agriculture, c'est important là-bas aussi. Elles sont venues à nous, d'ailleurs, lorsqu'on a lancé ces travaux. Et ce sera important à un moment d'aller vers elles. Mais ça, c'est une autre histoire. Moi, j'avais une question, enfin j'en ai plusieurs, mais j'en ai au moins une sur la formation donc, des agricultrices et si on regarde que les chiffres, les agricultrices donc, contribuent davantage au financement de la formation continue qu'elles n'en bénéficient. Alors bien sûr, c'est un sujet qui interpelle parce qu'il y a les déplacements, la logistique, comment s'organiser avec les enfants et tout le reste. Il y a les MOOC, mais en même temps, ces formations servent aussi à sortir et à rencontrer d'autres personnes. Donc est-ce que la FNSEA a des travaux bientôt là-dessus. Et je voulais aussi une question sur le chômage, puisque bon, vous avez vu qu'il y aurait une remise à plat du chômage donc dans le cadre des travaux post-présidentiels, puisque ça fait partie du programme de notre président. Donc comment le chômage au niveau bien sûr des agriculteurs
et des agricultrices peut être modifié avec l'aide de la FNSEA. Voilà, j'aurai sûrement encore d'autres questions, mais je vais laisser la parole. La dernière intervention, Hermeline Malherbe. Merci beaucoup, Madame la Présidente de la FNSEA. Je vais essayer d'être courte parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été dites, que votre parcours fait écho. Je suis sénatrice des Pyrénées-Orientales et présidente du département des Pyrénées-Orientales. Donc vous voyez un peu comment ça peut faire écho par rapport à la place que peuvent prendre les femmes à un moment donné dans un territoire où on dit souvent, qu'on évoque souvent comme étant un peu machiste. Comme quoi, c'est pas toujours vrai. Juste pour poser une question sur l'image de l'agriculture et donc de l'agriculteur ou de l'agricultrice. Quel travail vous allez pouvoir amener justement en tant qu'agricultrice et donc en tant que présidente pour faire évoluer cette image-là et qu'on arrête avec agriculteurs pollueurs et qu'on travaille justement sur bien autre chose en lien avec l'alimentation, comme a dit notre seul homme de l'Assemblée. Faire le lien entre la production et l'alimentation me semble effectivement fondamental. Et juste à titre d'exemple, puisqu'on a une cuisine centrale publique qui sert les restaurants scolaires une grande partie des restaurants scolaires du département, on met en place une animation avec des éleveurs ou des agriculteurs qui viennent dans les restaurants scolaires faire une animation auprès des jeunes, et ça aussi, ça participe à faire évoluer l'image. Donc, qu'est-ce que vous allez amener, vous, en tant que femme, en tant qu'agricultrice et en tant que présidente, du coup, de la FNSEA, à cette dimension-là qui me semble tout aussi importante ? Alors, vous êtes très élogieuse à mon égard, mais moi je suis très impressionnée et respectueuse de vos parcours respectifs, parce que je mesure aussi combien dans la politique, gravir les échelons en tant que femme n'est pas si simple. Voilà, j'ai l'occasion de le voir de l'extérieur, mais voilà, je pense que c'est moins dur à la FNSEA que ça ne l'est dans les partis politiques. Enfin, vous m'en direz un petit peu plus à l'aparté tout à l'heure. Que faire pour... Alors, d'abord, je suis, c'est vrai, agricultrice, une femme à la tête de la FNSEA, élue par un conseil d'administration de 69 personnes et 17% de femmes. C'est-à-dire que c'est un conseil d'administration majoritairement masculin qui a choisi une femme. Pas pour choisir une femme, par rapport au dossier porté, à la compétence, sans me jeter de fleurs. Et donc, j'ai un message qui porte l'ensemble des problématiques agricoles, mais je ne vais pas m'excuser d'être une femme. C'est-à-dire que, bien sûr, je sais que beaucoup d'agricultrices attendent que j'ai aussi de temps en temps des messages, des zooms, voilà, et que je sois habillée comme une femme, c'est-à-dire avec des couleurs, avec, etc. Ça joue aussi. Qu'est-ce que je vais faire pour booster? J'ai pris le temps d'accueillir dans notre exploitation, et je dis bien notre, parce que mon mari travaille beaucoup plus que moi, beaucoup de journalistes très curieux qui trouvaient ça exceptionnel que ce soit une femme et qui sont venus voir in situ qu'est-ce qu'est un élevage de porcs, comment c'est fait, comment on associe les cultures et les porcs. On n'a jamais vu autant de petits cochons à la télé que depuis qu'ils sont venus dans notre exploitation. Et ça, c'est très important parce que nous souffrons beaucoup de l'agriculture bashing, de beaucoup d'accusations en direction de l'agriculture, portée par des militants extrémistes de la cause environnementale, pas des élus politiques écologistes, même si certains sont parfois un peu durs, mais davantage des militants qui, pour militer leur cause, exagèrent un certain nombre de problèmes et d'effets négatifs. Et donc, nous avons à montrer qui nous sommes vraiment. Et moi, mon souci, c'est vraiment... Quand j'ai décidé à 8 ans d'être agricultrice et que mes parents ont construit une porcherie, j'avais 10 ans, j'ai été l'objet de colibés inimaginables à l'école. Je revenais en pleurs dans les bras de ma mère parce qu'il y avait des railleries, des critiques, des surnoms, pas très jolis que je cite même pas, parce que mes parents étaient agriculteurs, parce que j'adorais ce métier, j'en parlais souvent, et parce que mes parents construisaient une porcherie dans le département du Cantal et il n'y en avait aucune. C'est blessant. Quand ensuite j'ai décidé d'être agricultrice, mes profs, mes maîtres de stage m'ont dissuadée d'être agricultrice en disant « tu as de bons résultats à l'école, pourquoi tu veux être agricultrice ?» Donc j'ai voulu montrer que ce métier est un métier passionnant, où on s'épanouit, un métier de compétence, un métier de réalisation, qui a ses difficultés comme d'autres secteurs. Moi, j'ai des frères et sœurs qui travaillent dans d'autres secteurs d'activité, je vois que ce n'est pas facile ailleurs non plus, mais c'est vrai que j'ai quelque part envie de redorer le blason de l'agriculture, qui a été trop souvent critiqué, et beaucoup d'agriculteurs ont des bleus au cœur et comptent sur moi pour justement porter le flambeau. C'est l'agriculture décomplexée. Je suis agricultrice, j'élève des porcs, je l'assume, et je le fais dans le respect de l'environnement, parce que c'est une préoccupation constitutive de mon tempérament et de mes convictions. Et c'est possible. Et rien que ça, et oser le dire, sans s'excuser d'être agricultrice,
c'est quelque chose qui est attendu aussi. Il n'y a pas une réunion départementale où je vais, entre 13h45, j'ai préparé ma réunion dans les Ardennes du 2 juin, où il me dit, on veut aussi, Christiane, que tu nous parles de toutes les attaques dont on fait l'objet, les anti-viande, les anti-abattoirs, ceux qu'attaque l'agriculture, etc. On veut avoir un couplet là-dessus. Ils ont besoin qu'on en parle de cette façon-là. J'ai la chance d'avoir des parents qui étaient éloquents et qui m'ont appris justement, et puis j'ai cultivé cette nécessité de bien communiquer, d'aller au-devant des autres en portant une parole vraie, sincère et argumentée. Et là-dessus, je suis attendue. Et je pense que c'est une plus-value parce que, bon, je ne vais pas dire qu'ils ont choisi une femme bavarde, mais quand même un peu, mais ils ont choisi aussi une femme qui est capable de se livrer et de montrer par la preuve qu'est-ce qu'on fait concrètement. Et alors, vous qui connaissez le monde de la politique et donc de l'opposition, les oppositions syndicaux disent maintenant, ouais, ben la FNSEA, ils n'ont pas changé de ligne, mais ils ont pris une femme, comme ça, hop, ça fait moderne, ça fait sympa, mais le discours ne change pas, c'est juste qu'elle fait de la communication. Moi, je veux montrer l'agriculture telle qu'elle est, telle que je la connais, mieux que quiconque. J'ai sillonné tous les départements dans tous les sens depuis 30 ans. Et les agriculteurs veulent montrer qui ils sont vraiment. Et quand vous allez dans les départements, quand vous allez dans l'exploitation comme l'autre jour, je ne sais pas si vous étiez chez Sylvie Douillard, mais je l'ai vu sur la photo, voilà. Ben voilà une femme agricultrice, épanouie, impliquée, mais on n'est pas des phénomènes. Ce que je fais moi, beaucoup le font, mais moi j'ai choisi d'y passer du temps par conviction et un peu aussi par souci, voilà, militant, c'est pas le mot, mais dire, voilà, les femmes font ça, la profession sait faire ça, et partout. Et PO, les Pyrénées-Orientales, j'avais un collègue qui disait, ici, c'est le pays oublié. PO, pays oublié. On se sent loin de tout. Ben, nous, agriculteurs, c'est un peu la profession oubliée, ressentie. Ouais, mais je vous dirais qui me l'a dit, mais hors micro. Et le plus à apporter, ben, c'est justement ça, décomplexer tout le monde, faire plus de portes ouvertes, accueillir, parler, être invité, parler de l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui et pas telle qu'elle est caricaturée. Parce que les jeunes aussi s'intéressent à la profession agricole, mais ont besoin aussi de sentir que c'est un métier où on s'épanouit, d'un métier attractif. Et puis, en tant que mère de famille, combien de fois mes enfants sont revenus de l'école en disant, le prof, qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? Dis donc, les agriculteurs, vous n'avez pas bonne cote. Hein. Donc, voilà. Donc, et ce que font les agricultrices dans les GVA que vous avez cités, avec de multiples initiatives, beaucoup plus imaginatives probablement et décomplexées aussi, des scènes de théâtre, les vêtements appropriés aux femmes, etc., etc., c'est d'une richesse incroyable. Très souvent, l'agriculture est aussi présentée comme un laboratoire social. Les CUMA, les coopératives d'utilisation du matériel en commun, c'est rien d'autre que Blablacar avec le physique plutôt que le numérique. Les services de remplacement pour les agriculteurs, c'est rien d'autre que les services à domicile avec la plateforme numérique telle que ça se met en place aujourd'hui. Voilà, on l'a fait avant, avec les moyens de l'époque, c'était le téléphone, le crayon et des personnes volontaires pour gérer les plannings. Mais le fait que l'agriculture soit un laboratoire social, parce que quand on est loin de tout, il faut tout inventer. Les haltes garderies, ça n'existe pas à la campagne, elles ont été inventées le plus souvent par des associations de type famille rurale où les femmes sont très présentes. Voilà, donc sur le volet femmes coopération, oui, il y a beaucoup de femmes dans AFDI et pour avoir accueilli une agricultrice burkinabé dans mon exploitation pendant 3 semaines, un responsable professionnel qui nous appelle de temps en temps, les femmes en Afrique ont encore plus de mérite que nous pour développer tout ce qu'elles développent. Donc il y a un travail très important fait avec AFDI et la CNA, la Commission des agricultrices, travaille beaucoup avec AFDI. Les préoccupations évoquées par M. Macron et la feuille de route, loi de simplification, états généraux de l'alimentation, touchent à 2 problèmes qui concernent vraiment les agriculteurs. L'empilement réglementaire qui est insupportable. Beaucoup d'agriculteurs renoncent à faire des projets de méthanisation, de réserves d'eau, de bâtiments, craignant la lourdeur administrative. Il faut 8 ans pour faire un projet de méthanisation en France, il faut 2 ans à l'étranger. On a un ministre, M. Mézard, qui a l'air très pragmatique et qui a l'air de vouloir vraiment avancer sur ce sujet. M. Macron en a fait une priorité aussi, parce que je pense que c'est une source d'économie pour notre pays. Parce que ces délais, ces instructions répétées parfois en doublon, c'est assez difficile pour les porteurs de projets. Mais nous, nous y croyons toujours, même si c'est la 20e fois qu'on nous parle de simplification. Et on a dans les cartons déjà des propositions de simplification. Sur le Grenelle de l'alimentation et les états généraux de l'alimentation plutôt, M. Macron a touché du doigt la crise agricole et la portion congrue qui revient aux agriculteurs, avec des producteurs qui se lèvent tous les matins pour traire leurs vaches, pour soigner leurs animaux, et qui travaillent en dessous des coûts de production, c'est-à-dire qui se lèvent pour perdre de l'argent.
c'est assez insensé. Donc ponctuellement, il y a quelques réalisations positives de Steve, c'est qu'il patron ou le lait équitable, mais quand même, c'est pas normal qu'en France, où la distribution a le poids qu'elle a, parce qu'il lui a été donné la possibilité d'avoir ce poids politiquement, il y a un écrasement du volet production. C'est destructeur pour l'économie de nos territoires et c'est destructeur pour l'emploi. Donc nous allons là aussi travailler, quitte à faire évoluer la loi de modernisation de l'économie, qui a été quand même un boulevard pour les grands distributeurs pour tenir toutes les négociations et avoir toutes les clés en main. Et nous comptons vraiment sur ce sujet. Et les agriculteurs ne comprendraient pas qu'on puisse voir un groupe comme Savencia, par exemple, afficher, éhonter, plus 83% de résultats nets l'année dernière, et celui qui paye le moins le lait à ses producteurs. Et il dit, on a fait plus de 83% de résultats nets d'une année sur l'autre parce que le prix de la matière a baissé. Le prix de la matière a baissé, dit autrement, c'est le prix du lait n'est pas cher, donc je gagne plus d'argent. Et ça, c'est pas tenable dans le temps, donc c'est assez révoltant, donc on va voir comment le faire. Le vote rural et le vote FN. Nous avons écouté la semaine dernière M. Jérôme Fourquet de l'IFOP faire une analyse très fouillée des votes citadins et des votes ruraux, et mettant en avant qu'il y avait une confusion aujourd'hui entre le vote rural et le vote agricole, mais plus il y a de dynamique agricole dans une commune, moins le vote FN est fort. Regardez les votes de la Bretagne et de la façade atlantique et de la Normandie. Regardez à l'inverse les votes du Grand Est, du nord de la France et en descendant à l'Est. Et ça, nous y tenons vraiment, parce que nous n'avons pas du tout aimé quand nous scotche dans le dos cette étiquette « Les agriculteurs votent FN » et sont ingrats parce qu'en plus, c'est eux qui bénéficient d'aides PAC européennes. Donc, dans ma commune, 700 habitants, 500 votants, 15 familles d'agriculteurs, donc au mieux 30 bulletins de vote. Est-ce que c'est 30 bulletins de vote qui font le vote FN dans ma commune, si tant est que... Non. Donc, nous avions souhaité avoir des sondages très précis, nous les avons, et on peut aujourd'hui s'inscrire en faux face à cette affirmation qu'on nous a souvent balancée, mais les agriculteurs votent majoritairement FN. Certains agriculteurs et certains syndicats cultivent l'anti-européen, pas la FNSEA, un autre syndicat agricole, mais pas nous. Et je crois que tous les jours, nous pouvons dire que ce soit sur la monnaie, les marchés, les échanges, la circulation des biens et des personnes, tous nos jeunes qui sillonnent l'Europe en Erasmus aujourd'hui, nous sommes, nous, très pro-européens et on sait pourquoi. Et avoir des jeunes qui vont voir ailleurs et qui découvrent tout et qui finalement décident de revenir s'installer en France, c'est quand même aussi extrêmement porteur parce que ça montre qu'ils ont fait le tour et finalement vivre en France, c'est largement aussi bien. Donc, un sentiment très pro-européen qui est très développé. Et nous avons pris le parti aussi d'expliquer tout ce que l'Europe apporte à l'agriculture, à la ruralité et à la société française. Mais il a fallu lutter à contre-courant à un certain moment. Nous ne regrettons pas du tout de l'avoir fait et nous nous réjouissons de l'issue du scrutin, quoi qu'il puisse être dit, sur ce que fera le président élu. La formation des femmes. Les MOOC et les formations à distance ne règlent pas tout. Rien ne remplace le présentiel. Et ce n'est pas 100% MOOC et 100% présentiel ailleurs, il faut articuler les deux. Par contre, les formations à distance et le MOOC bonifient le travail que l'on peut faire ensuite en présentiel. Mais évidemment que l'échange et le vis-à-vis direct entre pairs est quelque chose d'exceptionnel. Ça redonne le moral aussi à des gens qui peuvent flancher par moment. L'énergie que l'on peut aller capter dans un groupe, quand le groupe est actif, ça redonne de la vigueur pour toute la semaine et pour plusieurs mois parfois. Donc oui, bien sûr, il faut lever les freins pour pouvoir continuer à favoriser les formations en présentiel. Sur la question du chômage, bon, c'est un propos de campagne, hein. On va voir comment ça pourrait éventuellement se mettre en place. Le chômage pour tous, ça pourrait être problématique aussi. Déjà, nous vivons aujourd'hui une vraie difficulté à avoir le RSA ou la prime de l'emploi, la prime d'activité, pardon, pour tous, tant que ce n'est pas adapté au profil de l'agriculteur. Aujourd'hui, la difficulté que nous rencontrons, et Jacqueline s'est beaucoup battue sur ce sujet, c'est que les agriculteurs, lorsqu'ils n'ont pas de revenus, les agriculteurs ne se versent pas un salaire. Ils prélèvent un revenu quand l'exploitation est rentable. Quand l'exploitation n'est pas rentable, comme il faut quand même manger et vivre et élever ses enfants, on emprunte pour pouvoir avoir un salaire. Eh bien ça ne colle pas du tout avec les critères de calcul du RSA et de la prime d'activité aujourd'hui. Et donc on a des impasses aujourd'hui pour des familles qui ont zéro ressource, mais ce sont les critères d'accès qui ne sont pas adaptés, ce qui est quand même un comble. Alors, on y travaille avec la MSA, mais on a un Bercy extrêmement psychorigide sur le sujet.
psychorigide sur le sujet. Et ça fait partie des sujets qu'on porte depuis 1 an maintenant et sur lesquels on n'a pas encore réussi à trouver la clé. Les PO, les Pyrénées-Orientales et la communication, voilà un département qui a énormément souffert de la perte de production. Quand on regarde les statistiques et le recensement général de l'agriculture, les exploitations qui ont le plus disparu, c'est viticulture, horticulture, maraîchage, arbaux. Donc vous avez énormément de surfaces salades, arbaux qui ont disparu, qui sont en friche, mais comme disent les producteurs, on regarde passer les camions espagnols et on accueille au Medfeld toutes les entreprises de toute la planète qui viennent commercer et vendre des fruits de leur beau pays. Pour les producteurs, c'est extrêmement difficile. Et c'est vrai que c'est difficile. Voilà, mais et qui a été salutaire avec la montée en gamme, la communication, la promotion, et un travail fastidieux, mais qui a été porté par les organisations. Et il faut de plus en plus expliquer que l'agriculture, c'est l'alimentation. Et à un moment où les Français changent vis-à-vis de l'alimentation, j'ai écouté ce matin une émission sur BFM Business, ça s'appelle une entreprise américaine, une start-up qui s'appelle, je ne sais plus, un nom, Fritsch, je ne sais plus, j'ai entendu la phonétique et je n'arrive même pas à la retenir. C'est comme les gens sont de plus en plus attachés à l'origine de leurs produits et à avoir des produits basiques, santé, cuisinés, pas trop industrialisés. Alors c'est aux États-Unis, hein. Dans les nouvelles constructions américaines, il n'y a même plus de cuisine dans la maison. On fait livrer le repas. Il n'y a plus de cuisine dans les nouvelles maisons et dans les nouvelles les agences immobilières aujourd'hui ont des demandes pour des appartements sans cuisine. Ça tient trop de place, on fait livrer. Et eux ont tout compris, cette start-up. Ils cuisinent, des hommes et des femmes cuisinent à la maison et proposent leur repas sur la plateforme et c'est livré in situ partout dans les villes, etc. Donc il y a un retour au sens de l'alimentation qui est bon pour nous. Les consommateurs ne demandaient pas ça il y a 4-5 ans, ils demandent ça aujourd'hui, nous sommes prêts. L'agriculture est prête et on saura répondre à cette demande de circuit court, classique, bio, raisonné, label, etc. Mais aussi les grands circuits commerciaux classiques pour alimenter KFC, pour alimenter McDonald's, pour alimenter la restauration hors domicile, et même pour alimenter en fruits et légumes du soleil, l'Allemagne et l'Angleterre qui adorent nos produits. Donc, pas d'opposition. Nous soutenons, nous, tous les modèles d'agriculture parce qu'il y a place pour tous les modèles d'alimentation. Oui, Elisabeth. Elisabeth Douane. Oui, Christiane, merci pour ton témoignage en début d'après-midi, surtout sur ton parcours. Et justement, une question peut-être un peu intime, est-ce que tu as donné envie à tes enfants d'être agriculteurs? Et puis la deuxième question, c'est plutôt une invitation parce que je suis d'un département limitrophe au tien et tu sais, on rencontre beaucoup de femmes qui sont retraitées aujourd'hui de l'agriculture et qui souffrent vraiment de petits revenus. Et est-ce que ça, c'est un combat que tu comptes mener? Parce que vraiment, moi, je pourrais te soutenir, enfin avec beaucoup d'autres, parce que c'est quelque chose qui n'est plus acceptable. Ben voilà. Alors, 3 enfants. Guillaume, 27 ans, travaille dans un cabinet d'avocat d'affaires à la Défense à Paris. Donc lui, autre monde. C'est pas son truc. Autre monde. C'est pas son truc. Thibault, le numéro 2, a fait Sciences Po Bordeaux parce qu'il ne savait pas ce qu'il voulait faire après son bac. Il était brillant. Je lui ai dit va le plus loin possible et il s'intéressait à tous ces sujets. Puis il a découvert à Sciences Po la problématique grands enjeux alimentaires en lisant Parmentier, en lisant Michel Griffon, en lisant bien d'autres ouvrages. Et il a décidé après de faire un BTS agricole, Axe, donc à l'ESA d'Angers. Il a fait un BTS en apprentissage, donc moitié dans une exploitation, moitié à l'ESA d'Angers. Et aujourd'hui, il travaille dans le domaine agricole en Pologne parce qu'il est mordu, grâce à Erasmus, il a fait sa 2e année à Prague, donc il est mordu des pays de l'Est. Et donc, il sillonne l'Europe dans tous les sens. Il travaille pour une entreprise française qui vend de l'alimentation du bétail. Donc, lui, il est dans le domaine, mais pour l'instant, il a dit j'adore vadrouiller. Et j'adore mes week-ends, donc vadrouille, profite, ce que je n'ai pas fait, et mon mari non plus. Si mon mari a fait États-Unis et Québec et Pays-Bas, c'est probablement de mon mari qu'il a arrêté le gène du voyage. Et donc là, il vadrouille et il ne l'exclut pas du tout. Et Pauline, qui a 18 ans, a passé son bac l'année dernière et elle est en prépa Veto Agro, donc au lycée Saint-Louis à Paris. Donc Pauline aussi est très intéressée. Et Veto gros animaux, pas Veto petits animaux. Donc il y en a 2 qui ont un bout de fibre qui pourraient les ramener un jour peut-être. Mais je les laisse vraiment libres, tant j'ai vu des agriculteurs, des jeunes agriculteurs héritiers de papa-maman, qui à 30 ans explosent, parce que c'est gentil de faire plaisir à ses parents au début, puis un jour on se dit, ma vie à moi c'est quoi? Donc
Choix tout à fait libre. Et puis j'ai été une des militantes de l'installation hors cadre familial, en disant aussi que pour les agriculteurs, c'était comme des fils spirituels ou des fils adoptifs ou des filles adoptives lorsqu'on avait d'autres jeunes qui venaient sur nos exploitations. Donc on a encore 10 ans devant nous, on vient d'emprunter pour 12 ans l'année dernière, donc on est reparti pour encore 10 ans, ils ont le temps de réfléchir. Et par rapport aux femmes, oui, alors 3 fois oui, le niveau de retraite des agricultrices non reconnues agricultrices et qui ont des niveaux de retraite aujourd'hui aux alentours de 500 € en moyenne dans la profession, même si celles qui partent aujourd'hui ont des niveaux de retraite plus élevés, on a quand même des agricultrices âgées qui ont beaucoup travaillé, qui ont une santé usée et qui ont des niveaux de retraite honteux. Donc ce sur quoi nous nous battons, nous, c'est pour avoir un calcul de la retraite sur les 25 meilleures années, ce qui pour l'instant n'a pas l'écho à Bercy. Nous avons regardé les propositions du candidat Macron, qui a une ambition assez forte, je crois qu'il veut rajouter 200 € à chacun. En agriculture, ça fera un sacré boom. Mais je crois qu'en agriculture, plus 1 point, c'est 2 milliards. Vu le nombre de retraités par rapport au nombre d'actifs, il y a 3 fois plus de retraités que d'actifs concernant le secteur agricole. Donc, quand on fait le calibrage financier ensuite, c'est extrêmement important. Par contre, il faut bien commencer un jour et améliorer déjà la fiscalité agricole pour que les agriculteurs aient envie de capitaliser les points de retraite. C'est quelque chose qui est très important aussi. Oui, alors, convergence des régimes de retraite. À la MSA, moi, ça fait 40 ans que j'entends parler que la MSA va intégrer le régime général. Alors, juste 2 choses. Il faut faire une différence entre la convergence des niveaux de retraite. Le niveau moyen de retraite en France est à 1 300 €. Le niveau moyen pour les hommes est à 800 €. Pour les femmes est à 500 €. Donc, s'il y a convergence, nous, ça nous va bien. Ça sera toujours vers le haut. Et autre chose est la convergence des caisses. Parce que la mutualité sociale agricole a prouvé depuis toujours qu'elle avait des frais de gestion inférieurs aux caisses de sécurité sociale et aux autres caisses, et qu'elle avait aussi une vraie proximité avec la ruralité, à un moment où la ruralité se sent déclassée. Je ne pense pas que ce soit une bonne nouvelle de retirer les dernières permanences qui restent, qu'elles soient de la MSA, du Crédit Agricole ou de Groupama ou d'un certain nombre de coopératives. Donc il va falloir conjuguer un objectif financier et quand même un objectif territorial qui a été confié à M. Ferrand, avec un ministère qui s'appelle Cohésion et Territoire. Et je pense que c'est l'un des enseignements du scrutin du premier et du deuxième tour, que de l'avoir libellé Cohésion et Territoire. Voilà pour cette audition qui s'est tenue la semaine dernière au Sénat. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA, le premier syndicat agricole français, qui s'est donc exprimée devant la délégation aux droits des femmes dans le cadre de leurs travaux sur les femmes et l'agriculture. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.